Depuis quelques décennies, les scientifiques se demandent s'il existe un écart de masse entre les étoiles à neutrons les plus lourdes et les trous noirs les plus légers. Et enfin, pour la première fois, des chercheurs ont découvert un objet dont la masse tombe pile dans cet écart. Tout a commencé le 29 mai 2023. Le détecteur LIGO Livingston, en Louisiane, a enregistré un mystérieux signal. Il résultait de la fusion d'une étoile à neutrons avec un objet compact inconnu. Il s'agissait très probablement d'un trou noir d'une légèreté inhabituelle. Sa masse n'équivalait apparemment qu'à celle de quelques soleils. C'est pourquoi on a situé cet objet dans ce qu'on nomme l'écart de masse inférieure, qui sépare les trous noirs les plus légers des étoiles à neutrons les plus massives. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, les étoiles à neutrons sont susceptibles d'avoir une masse inférieure à 3 fois celle de notre Soleil. Mais la masse exacte à partir de laquelle une étoile à neutrons s'effondre en un trou noir est encore inconnue. Et compte tenu de nos observations électromagnétiques précédentes, nous pouvons nous attendre à trouver très peu de trous noirs ou d'étoiles à neutrons d'une masse comprise entre 3 et 5 masses solaires. Néanmoins, la masse de l'un des objets nouvellement découverts correspond parfaitement à cette fourchette. Mais regardons de plus près comment les choses se sont passées avec le détecteur LIGO. 5 jours seulement après le lancement de la 4e campagne d'observation, la situation est devenue vraiment passionnante. Le détecteur a enregistré une onde gravitationnelle qui a été classée comme le candidat signal S230529A. L'analyse en ligne a été réalisée presque en temps réel au fur et à mesure de l'arrivée du signal. Et la conclusion est stupéfiante. Une étoile à neutrons et un trou noir ont très probablement fusionné à environ 650 millions d'années-lumière de notre planète. Malheureusement, il est impossible de dire exactement où la fusion s'est produite, car un seul détecteur d'ondes gravitationnelles fonctionnait au moment de l'arrivée du signal. C'est pourquoi la provenance de ces ondes n'a pas pu être déterminée avec précision. Cependant, les chercheurs étaient certains que le signal n'était pas une simple perturbation locale dans le détecteur LIGO Livingston. Il provenait bien de l'espace lointain. Pour déterminer les propriétés des corps spatiaux qui se sont mis en orbite l'un autour de l'autre, avant de fusionner et de produire ce signal d'onde gravitationnelle, les astronomes ont comparé les données du détecteur LIGO Livingston avec 2 modèles de forme d'onde. Le signal détecté résulte de la fusion d'un objet compact dont la masse est comprise entre 1,3 et 2,1 fois celle du Soleil, et d'un autre objet compact dont la masse est comprise entre 2,6 et 4,7 fois celle du Soleil. Ces objets compacts étaient-ils une étoile à neutrons et un trou noir? La seule analyse des ondes gravitationnelles ne nous permet pas de le savoir avec certitude. Mais d'après tout ce que nous avons appris sur les propriétés de cette structure binaire, il est très probable que l'objet le plus léger soit une étoile à neutrons, et que le plus lourd soit un trou noir. De toutes les fusions d'étoiles à neutrons et de trous noirs détectées jusqu'à présent, la plus récente est aussi celle où la différence de masse entre les deux objets est la plus faible. Les experts estiment que si un trou noir est beaucoup plus lourd qu'une étoile à neutrons, aucune matière ne subsistera à l'extérieur du trou noir après la fusion. Aucun rayonnement électromagnétique ne sera émis non plus. Quant aux trous noirs plus légers, ils peuvent déchirer les étoiles à neutrons grâce à leur puissante force de marée. Ce faisant, ils éjectent de la matière qui peut briller sous la forme d'une kilonova ou d'un sursaut gamma. La détection de ce phénomène fascinant a été rendue possible grâce à plusieurs améliorations apportées aux détecteurs qui ont accru la sensibilité des instruments. Le 3e cycle d'observation, très fructueux, s'est achevé au printemps 2020 et a porté le nombre d'événements d'ondes gravitationnelles connus à 90. Le 4e cycle d'observation a débuté en mai 2023. Des chercheurs d'un institut de Hanovre, en collaboration avec leurs collègues du LIGO, ont amélioré les sources laser des détecteurs LIGO situés au cœur des instruments. Outre le matériel, les experts ont également travaillé sur d'autres caractéristiques du détecteur. Désormais, ces outils d'exploration spatiale peuvent déterminer les propriétés des trous noirs en quelques jours seulement. Regardez ça! Des astronomes ont récemment découvert une étoile à neutrons, aussi appelée étoile morte, tournant à la vitesse extraordinaire de 716 tours par seconde. C'est l'une des étoiles les plus rapides que nous ayons jamais trouvées dans l'univers. Et il n'y a pas que sa vitesse. La surface de cette étoile à neutrons est en éruption constante, avec des explosions surpuissantes. Mais avant de nous plonger dans le mystère de cette étoile à neutrons, voyons ce que sont réellement ces objets.
Ils se forment à partir des restes d'étoiles massives, dont la masse est au moins 8 fois celle du Soleil. Lorsque ces étoiles épuisent leur combustible nucléaire, elles ne peuvent plus contrer la force de gravité qui attire leur matière vers l'intérieur. Cela entraîne l'effondrement de leur noyau et déclenche une gigantesque explosion de supernova qui fait voler en éclats les couches extérieures de l'étoile. Ce qui reste est un noyau ultra dense, une étoile à neutrons. Ces vestiges stellaires sont incroyablement petits, généralement d'une largeur de seulement 19 km. Et pourtant, leur masse est supérieure à celle du Soleil. La densité des étoiles à neutrons est également très impressionnante. Imaginez que vous preniez la masse de 2 soleils et que vous la compressiez en une sphère de la taille d'une ville. Une seule cuillère à café de matière d'étoiles à neutrons pèserait environ 10 millions de tonnes. C'est l'équivalent du poids combiné de 85 000 baleines bleues. Cette densité extraordinaire est à l'origine des champs gravitationnels extrêmement puissants des étoiles à neutrons. Lorsque de la matière tombe sur une étoile à neutrons, elle accélère jusqu'à atteindre une vitesse de plusieurs millions de kilomètres par heure avant de percuter la surface. L'énergie libérée par de tels impacts est vraiment stupéfiante. Malgré son nom, une étoile à neutrons ne contient pas que des neutrons. Quelques protons y survivent également. Normalement, les protons se repoussent mutuellement du fait qu'ils présentent une même charge positive. Mais dans une étoile à neutrons, la gravité écrasante les rapproche tellement que la force nucléaire prend inexorablement le dessus. Elle les attire vers les neutrons comme s'ils faisaient tous partie de la même équipe. À l'intérieur de l'étoile, plus on descend, plus les choses deviennent étranges. Près de la surface, les neutrons s'agglutinent en amas, un peu comme des gnocchis de neutrons. Un peu plus bas, ces amas s'assemblent en longues chaînes, formant ce que les scientifiques appellent la couche spaghetti. Je commence à avoir faim. À des pressions encore plus élevées, les chaînes spaghetti fusionnent côte à côte, créant des feuilles plates, des lasagnes de neutrons. Continuez à descendre encore plus profondément et les lasagnes finissent par se décomposer en une masse uniforme. Mais même alors, la structure n'est pas lisse. Il y a des espaces, de longs vides en forme de tube qui ressemblent beaucoup aux pâtes pennes. Ainsi, à l'intérieur d'une étoile à neutrons, vous avez des couches de gnocchi, de spaghettis, de lasagnes et de pennes. Et chacune de ces couches illustre les résultats époustouflants de la physique sous une pression démentielle. Bon, je vais certainement manger italien aujourd'hui. Cette étoile à neutrons récemment découverte fait partie d'un système binaire situé dans un amas d'étoiles denses. Cet amas est situé près du centre de la Voie lactée, à environ 26 000 années-lumière de la Terre, en direction de la constellation du Sagittaire. La vitesse de rotation record de cette étoile est extraordinaire. Si l'on prend une période non pas d'une seconde, mais d'une minute, on obtient plus de 42 000 rotations. Cette nouvelle venue est à égalité avec une autre étoile à neutrons. Elles tournent toutes deux exactement à la même vitesse. Des vitesses de rotation aussi extrêmes sont rares, et font de ces étoiles des cas particuliers en termes de comportement et de propriétés. Mais ce n'est pas tout. Nous ne pouvons pas ne pas mentionner le partenaire binaire de notre étoile à neutrons. Il s'agit d'une naine blanche, le vestige dense d'une étoile similaire à notre Soleil en termes de taille. Cette naine blanche est également très rapide. Elle orbite autour de l'étoile à neutrons toutes les 11 minutes. Cela fait du couple un système binaire avec la période orbitale la plus courte jamais observée. Imaginez un objet stellaire tournant autour de son partenaire plus vite qu'il ne faut pour préparer une tasse de café. Oui, c'est le genre de vitesse dont nous parlons ici. Cette orbite serrée et rapide nous montre à quel point les forces gravitationnelles sont puissantes à l'intérieur du système. Vous vous demandez peut-être pourquoi les étoiles à neutrons tournent si vite. C'est une question de conservation du moment cinétique. Je m'explique. Lorsqu'une étoile massive s'effondre pour devenir une étoile à neutrons, elle rétrécit considérablement. Une compression aussi rapide accélère instantanément sa rotation. C'est comme un patineur qui tourne plus vite lorsqu'il rentre ses bras. Et plus l'étoile est petite, plus elle tourne vite, ce qui entraîne des vitesses de rotation extrêmes. Dans les systèmes binaires comme celui-ci, les étoiles à neutrons peuvent atteindre des vitesses de rotation encore plus élevées. Leur astuce consiste à voler de la matière à leurs étoiles compagnes. On appelle ce processus chapardage. Non, je plaisante. Ça s'appelle l'accrétion. La matière volée est porteuse d'un moment cinétique qui augmente la vitesse de rotation de l'étoile à neutrons. Cette matière peut également s'accumuler à la surface de l'étoile à neutrons, ce qui finit par déclencher de puissantes explosions thermonucléaires. Elle libère d'immenses quantités d'énergie, donnant temporairement à l'étoile une luminosité jusqu'à 100 000 fois supérieure à celle du Soleil. Cela permet aux astronomes d'étudier les détails complexes de ces environnements extrêmes. L'instrument à rayons X de la NASA à bord de la Station spatiale internationale,
officiellement appelé Neutron Star Interior Composition Explorer, et heureusement surnommé NICER, a observé 15 explosions thermonucléaires à la surface de notre étoile à neutrons entre 2017 et 2021. L'une de ces explosions a révélé un motif unique appelé oscillations thermonucléaires, qui sont des taches de luminosité très asymétriques sur les couches superficielles brûlantes des étoiles à neutrons en accrétion. Ce motif correspondait à la vitesse de rotation de l'étoile et confirmait ainsi sa vitesse extrême. Mais attendez, le meilleur reste à venir. Si les étoiles à neutrons sont déjà extrêmes, il en existe une autre catégorie qui élève le niveau d'un cran, les magnétars. Les magnétars sont des étoiles à neutrons dotées de champs magnétiques incroyablement puissants, jusqu'à 1000 billions de fois plus puissants que le champ magnétique terrestre. Ces champs les distinguent des autres étoiles à neutrons. Ils peuvent déformer les atomes des objets proches, rendant la vie impossible à proximité. Quant à la densité d'énergie du champ magnétique d'un magnétar, elle est extrêmement élevée, soit 10 000 fois supérieure à la densité de masse du plomb. Les magnétars produisent également des sursauts de rayons X et de rayons gamma si puissants qu'ils peuvent temporairement éclipser des galaxies entières. Ces sursauts sont souvent déclenchés par des séismes stellaires, des déplacements violents de la croûte du magnétar causés par ses propres champs magnétiques. Par exemple, en 2004, un sursaut gamma provenant d'un magnétar a été si puissant qu'il a perturbé l'ionosphère terrestre. Il a frappé la Terre, et il était si intense que plusieurs satellites ont pu le détecter. Le satellite Swift, construit spécifiquement pour détecter les sursauts gamma de l'univers, n'a pas seulement enregistré l'explosion, il a été frappé par une telle énergie que ses capteurs ont été complètement surchargés. Et Swift ne se trouvait même pas en face du sursaut. L'énergie était si forte qu'elle a traversé l'engin spatial et a submergé ses caméras. Si un magnétar était situé aussi près de la Terre que la Lune, son champ magnétique supprimerait toutes les données des cartes de crédit de la planète en effaçant les bandes magnétiques. Voilà le niveau de puissance auquel nous avons affaire ici. Les magnétars sont extrêmement actifs, mais pour une durée relativement courte. Leurs champs magnétiques intenses s'affaiblissent après environ 10 000 ans. Après cela, ils cessent d'émettre de puissants rayons X et gamma. Les astronomes pensent qu'il existe au moins 30 millions de magnétars inactifs dans la seule Voie lactée. Ces vestiges cosmiques silencieux sont dispersés dans toute la galaxie. Les étoiles à neutrons et les magnétars servent de laboratoire pour la physique extrême. Ils permettent aux astronomes de mieux comprendre le comportement de certaines matières dans des conditions que vous ne pourriez jamais reproduire sur Terre. L'incroyable densité de ces objets aide les scientifiques à comprendre ce qui se passe lorsque les protons et les électrons sont comprimés ensemble pour former des neutrons. Cela crée des états de la matière qui n'existent nulle part ailleurs dans l'univers. Ces violentes explosions sur les étoiles à neutrons et les magnétars jouent également un rôle essentiel dans la formation d'éléments lourds, tels que l'or et le platine. Ces éléments sont dispersés dans tout l'univers lors de ces événements énergétiques, pour finalement faire partie des planètes et des étoiles, et de vous et moi. D'ailleurs, l'instrument NICER de la NASA a joué un rôle clé dans la découverte du mystère des étoiles à neutrons. Sa capacité à détecter les rayons X avec une grande précision a permis aux astronomes d'étudier la rotation rapide de l'étoile dont nous avons parlé, ainsi que les explosions thermonucléaires qui se produisent à sa surface. Vraiment époustouflant. Regardez ce monstre flamboyant. C'est une naine blanche. Ces étoiles sont connues pour engloutir les objets qui passent près d'elles. Et, un jour, ces objets pourraient là bien être les planètes de notre propre système solaire. Selon une nouvelle étude, certaines régions du système solaire seront attirées par une naine blanche, puis écrasées et finalement réduites en une fine poussière, comme des grains de café dans un moulin à lame. Cette analogie vous plaît? L'état de naine blanche correspond à la dernière étape de la vie d'une étoile. Il s'agit d'un objet petit et très dense, généralement de la taille d'une planète. Le résultat d'une faible masse et de l'épuisement de tout le combustible nucléaire disponible en son cœur, et de la perte de ses couches extérieures. Lorsque notre Soleil se transformera en naine blanche, ce qui ne manquera pas d'arriver, il détruira les astéroïdes et les lunes présents autour de Mars et de Jupiter. Ils seront pulvérisés par sa gravité. La Terre, elle, sera engloutie avant même que le Soleil ne se transforme en naine blanche. Mais cela ne se produira pas avant 6 milliards d'années. Les chercheurs qui travaillent sur ce sujet sont parvenus à ces conclusions en observant ce qui est arrivé à des corps spatiaux, astéroïdes, lunes et planètes, qui passaient à proximité de 3 naines blanches. Pendant 17 ans, ils ont observé et analysé des transits, c'est-à-dire le moment où la luminosité d'une naine blanche diminue,
parce qu'un objet en orbite stable passe devant elles. Dans le cas des naines blanches, nous pouvons prédire ces transits et les utiliser pour étudier les étoiles elles-mêmes et les objets célestes qui passent devant elles. Ainsi, lorsqu'un objet s'approche trop près d'une naine blanche, l'immense gravité de l'étoile le déchire en des fragments de plus en plus petits. L'équipe de scientifiques a également découvert que les transits de ces débris sont chaotiques. De plus, ils ont généralement une forme étrange, ce qui signifie qu'ils ne cessent de se désagréger. La première naine blanche, utilisée pour étudier ce processus, semblait stable et relativement calme au cours des dernières années écoulées. Mais les scientifiques ont découvert des preuves d'un événement catastrophique majeur survenu aux alentours de 2010. L'étoile suivante s'assombrit de manière irrégulière tous les quelques mois avant de s'éclaircir à nouveau. Le comportement de la troisième naine blanche était proche des prévisions théoriques. Ces transits variaient en nombre, en forme et en profondeur. Mais la dernière étude a montré aux chercheurs que ces transits ont maintenant complètement cessé. Cela témoigne de la nature imprévisible des transits. Une minute, vous les voyez. L'instant d'après, ils ont disparu. La raison pourrait en être l'environnement chaotique dans lequel ils se produisent. Quant à notre système solaire, et à notre planète en particulier, son destin est plutôt sombre. La Terre sera avalée par le Soleil en expansion avant même que notre étoile ne se transforme en naine blanche. Dans le reste du système solaire, plus loin du Soleil, certains astéroïdes situés entre Mars et Jupiter ainsi que certaines des lunes de Jupiter seront également détruits. Ils risquent en effet d'être délogés et de s'approcher trop près de la naine blanche. Toutefois, les astronomes ne sont pas certains à 100% que c'est exactement ce qui doit se passer dans notre système solaire. Il ne nous reste plus qu'à attendre de voir comment les choses évoluent durant les prochains 6 milliards d'années. En ce qui concerne les naines blanches, les scientifiques en ont récemment découvert une dont la surface présente une étrange cicatrice métallique. Cette tache pourrait s'être formée au moment où l'étoile a déchiqueté puis englouti une minuscule planète qui tournait autour d'elle. Les naines blanches, présentant des traces de métal dans leur atmosphère, ne sont pas rares. Ces traces sont causées par des planètes qui tombent sur les étoiles en raison de leur immense gravité. Les experts ont longtemps pensé que ces métaux devaient être répartis uniformément à la surface de ces naines blanches polluées. Mais une nouvelle étude a permis de découvrir une naine blanche présentant une étrange tache de métal concentrée. Cette étoile a été observée pendant 2 mois à l'aide du très grand télescope installé au Chili. Les chercheurs ont découvert une tache de métal opaque. Elle était située au-dessus de l'un des pôles magnétiques de l'étoile et bloquait une partie de sa lumière lors de sa rotation. Sur la base de cette observation, les astronomes ont conclu que le matériau avait pu être attiré vers l'étoile par le puissant champ magnétique de cette dernière. Ce processus est similaire à celui qui provoque les aurores boréales sur Terre, où des particules chargées suivent le champ magnétique jusqu'à la surface. La planète détruite par la naine blanche était très probablement petite, de la même taille que l'astéroïde Vesta dans le système solaire, qui ne mesure que 525 km de diamètre. Ces débris sont désormais bien visibles à la surface de l'étoile haute. Il est donc plus facile pour les chercheurs d'examiner la géochimie de la planète avant qu'elle ne soit dévorée. Une telle étude pourrait même s'avérer être l'un des meilleurs moyens d'observer les petits mondes situés au-delà du système solaire, même s'ils ont déjà disparu. Il pourrait y avoir beaucoup d'autres étoiles balafrées comme celle-ci. L'étoile en question était la première, mais probablement pas la dernière. Mieux encore, les astronomes ont déjà découvert 2 naines blanches qui semblent présenter des cicatrices similaires. L'observation répétée de ces étoiles pourrait nous aider à percer encore plus de secrets et à faire d'autres découvertes. Une autre naine blanche étrange, découverte il n'y a pas si longtemps, semble avoir cessé de se refroidir en raison de la formation de cristaux internes. Cette découverte remet en question les théories existantes sur le vieillissement des étoiles ainsi que les méthodes d'estimation de leur âge. Mais les scientifiques ont peut-être compris la raison de ce phénomène. Les naines blanches sont considérées comme des étoiles mortes, c'est-à-dire qu'elles ne cessent de se refroidir, et que ce processus ne peut généralement pas être inversé ou interrompu. Mais en 2019, le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne a découvert un certain nombre de naines blanches qui avaient cessé de se refroidir depuis plus de 8 milliards d'années. Cela pourrait signifier que certaines naines blanches peuvent générer beaucoup d'énergie supplémentaire, et cela va à l'encontre de la théorie classique de l'étoile morte. Au début, les astronomes n'arrivaient pas à comprendre comment cela pouvait se produire. Plus de 97% des étoiles de la Voie lactée se transforment en naines blanches. Les astronomes ont longtemps pensé que ces étoiles étaient en fin de vie.
Après avoir épuisé leurs réserves d'énergie nucléaire, elles cessent de produire de la chaleur et se refroidissent. Le plasma dense qu'elles contiennent finit par geler et l'étoile se solidifie de l'intérieur. L'ensemble du processus peut prendre des milliards d'années. Mais de nouvelles données indiquent que dans certaines naines blanches, ce plasma dense ne se contente pas de geler. Au contraire même, les cristaux solides qui se forment lors du refroidissement deviennent moins denses et commencent à flotter vers le haut. Et ils déplacent ainsi le liquide, plus lourd, vers le bas. Le mouvement de cette matière vers le centre de la naine blanche libère de l'énergie gravitationnelle. Cette énergie est suffisante pour interrompre le processus de refroidissement de l'étoile pendant des milliards d'années. Cette explication correspond en fait aux propriétés des naines blanches que l'on a pu observer. Mais c'est la première fois qu'un tel processus est identifié dans un tout autre type d'étoile, et c'est incroyablement fascinant. Nous avons là un phénomène astrophysique tout à fait nouveau. Mais pourquoi cela se produit-il chez certaines étoiles et pas chez d'autres? Cela dépend probablement de la composition de l'objet. En effet, certaines naines blanches sont issues de la fusion de deux étoiles différentes. Lorsqu'elles entrent en collision et forment une naine blanche, la composition de l'étoile change, ce qui permet la formation de ces cristaux flottants. Cette découverte pourrait obliger les astronomes à revoir les méthodes qu'ils utilisaient jusqu'à présent pour déterminer l'âge des étoiles. À l'heure actuelle, on utilise souvent l'état de naine blanche comme indicateur d'âge. Plus une étoile est froide, plus on pense qu'elle est âgée. Mais aujourd'hui, nous savons que le processus de refroidissement de certaines naines peut être retardé. Et cela fait vaciller les certitudes concernant les méthodes utilisées. Certaines étoiles pourraient être beaucoup plus vieilles qu'on ne le pensait, avec un écart de plusieurs milliards d'années. Ce phénomène récemment découvert signifie que certaines de ces étoiles sont en mesure de briller presque normalement pendant des milliards d'années supplémentaires. Cela complique les mesures et remet en question l'utilisation des naines blanches dans la reconstitution de l'histoire galactique. Restez à l'écoute. Il semble que les scientifiques aient découvert un objet étrange dans l'espace, et ils ne savent pas exactement s'il s'agit d'une étoile ou d'une planète. Ce que nous savons, c'est qu'il est situé à 1400 années-lumière de nous, ce qui nous amène à nous interroger sur ce que nous pensions savoir de l'univers. Permettez-moi d'expliquer le dilemme. Nous pouvons déterminer si un objet est une étoile ou une planète en fonction de sa masse ou de la quantité de matière qu'il contient. Les étoiles ont une masse importante, ce qui leur confère une forte gravité qui les comprime fortement. Cette compression crée des températures élevées à l'intérieur, et par conséquent, elles brillent de mille feux. Les planètes ont une masse moins importante et leur gravité est donc plus faible. Elles ne subissent pas la même compression et n'ont donc pas les températures élevées des étoiles. Si les planètes brillent, c'est parce qu'elles reflètent la lumière de leur étoile, comme notre belle Terre le fait avec notre Soleil. Eh bien, cette étrangeté se situe entre les deux. Nous considérons qu'il s'agit d'une naine brune, soit un type particulier de proto-étoile gazeuse de grande taille. Les naines brunes ressemblent généralement à Jupiter en termes d'atmosphère, mais elles sont beaucoup plus grandes, avec un diamètre de 13 à 80 fois supérieur. Si une naine brune possède une masse plus de 80 fois supérieure à celle de Jupiter, alors elle peut commencer à brûler de l'hydrogène, comme le fait toute étoile. C'est comme ça que brillent les astres du ciel. Mais normalement, les naines brunes ne sont pas aussi chaudes que les étoiles. Leur incapacité à brûler de l'hydrogène leur a même valu le surnom d'étoiles ratées. Elles brûlent à environ 2200 degrés Celsius, ce qui est plus froid que la plupart des étoiles. Mais cet objet défie la norme. Sa température atteint la barre incroyable des 7700 degrés Celsius. Mettons cela en perspective. Le jour le plus chaud de l'histoire a été enregistré dans la vallée de la mort, en Californie, il y a plus de 100 ans, avec une température de 57 degrés Celsius. Les gens de l'époque ont dû avoir l'impression de fondre avec tout ce qui les entourait. Imaginez maintenant que vous vous rapprochiez du Soleil, comme si vous voyagiez vers Vénus. Vénus peut atteindre la température insensée de 460 degrés Celsius. Mais il n'y a pas que la distance qui compte. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, mais elle est plus froide que Vénus. Si Vénus est si chaude, c'est à cause de l'effet de serre. Saviez-vous qu'il y a très longtemps, Vénus aurait pu être un endroit où il faisait bon vivre, ou du moins, elle aurait pu abriter des formes de vie. Mais à un moment donné, elle a commencé à piéger du dioxyde de carbone,
et elle a fini par créer un épais brouillard qui ne laisse pas la chaleur échapper. C'est pourquoi il est si difficile de l'explorer. La sonde qui a réussi à passer le plus de temps sur Vénus n'a tenu que 2 heures. C'est quand même plus long que ce que je peux faire au travail. Après, je fonds. Alors oui, vous arrivez au Soleil. Sa surface brûle à la température incroyable de 5500 degrés. Et ce qui est fascinant, c'est que cette étrange étoile brune dont nous parlions est plus chaude encore que ça. Certes, elle n'est pas plus chaude que le cœur du Soleil, dont la température peut atteindre 15 millions de degrés Celsius, mais il est tout de même très impressionnant et inhabituel qu'une naine brune soit aussi chaude. C'est du moins ce que tout le monde pensait, jusqu'à ce que l'on se rende compte de la raison de ce phénomène. La naine brune est remarquablement proche d'une autre étoile, qui, elle, entre dans la catégorie des naines blanches. Elles sont si proches l'une de l'autre que notre mystérieuse brunette effectue une orbite autour de sa blanche amie en seulement 2 ou 3 heures. Comme nous serions vieux là-bas. Comme elles sont très proches, elles sont en état de verrouillage gravitationnel, comme la Lune et la Terre. Cela signifie que cette naine brune présente toujours une seule de ses faces à sa naine blanche. L'autre face est toujours dans l'obscurité. Pour cette raison, notre naine brune n'est surchauffée que d'un seul côté. C'est donc cette face éclairée qui nous a déroutés, alors que la température de sa face nocturne correspond à ce que l'on attend d'une naine brune. Mais ces conditions extrêmes ne dureront pas longtemps. Une température aussi élevée fait que les molécules de son atmosphère se désagrègent en atomes individuels, et au fur et à mesure que ces molécules se fragmentent, notre naine brune disparaît lentement. Si vous pensez que cette naine brune est chaude, que direz-vous alors d'Eta Carinae ? Il s'agit d'une étoile située à environ 7500 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Carène. Elle appartient à une catégorie d'étoiles que l'on appelle les variables lumineuses bleues. Un astronome l'a remarqué pour la première fois au XVIIe siècle, mais à l'époque, ce n'était qu'une étoile ordinaire de luminosité moyenne. Près de 200 ans plus tard, un autre astronome est tombé dessus. Mais cette fois, il s'agissait d'une étoile très brillante, l'une des plus brillantes du ciel. Quelques années après ça, elle a atteint son plus haut niveau de luminosité lors d'un événement majeur appelé la Grande Éruption. À ce moment, l'étoile était facilement visible dans notre ciel nocturne. Elle libérait une surprenante quantité de lumière, aussi importante que celle émise lors de l'explosion d'une supernova. Et elle est restée ainsi pendant quelques années, ce qui n'est pas le cas des étoiles qui explosent. Lorsque la fête a atteint son apogée, elle a décidé qu'il était temps de tirer sa révérence. Mais elle hésite encore un peu, ce qui signifie qu'elle est toujours en vie, mais qu'elle est moins lumineuse qu'avant. Il existe également une nébuleuse autour d'Eta Carinae. Il s'agit d'une coquille de gaz et de poussière qui s'est formée lors de la Grande Éruption. Elle a même bloqué une partie de la lumière de l'étoile. Eta Carinae est un système stellaire binaire. Autrement dit, 2 étoiles orbitent l'une autour de l'autre. L'une d'entre elles a une température d'environ 14 700 degrés, l'autre de 34 650. L'étoile principale du système Eta Carinae, la plus massive des deux, est 100 fois plus lourde que notre Soleil. En raison de sa masse énorme, les scientifiques prédisent que cette étoile pourrait exploser lors d'un événement puissant connu sous le nom de supernova, mais pas avant plusieurs milliers d'années. Vous avez peut-être déjà deviné quel est ce phénomène le plus chaud de l'univers. Et oui, une supernova. C'est grâce à elle que l'on sait que la vie d'une étoile est terminée. Il s'agit des explosions les plus puissantes de l'espace. Elles se produisent lorsqu'une étoile entre 8 et 40 fois plus massive que notre Soleil s'effondre. Son cœur ne peut plus produire suffisamment d'énergie par le biais d'un processus appelé fusion, de sorte que l'étoile ne peut même plus supporter sa propre gravité. C'est donc une sorte d'épuisement stellaire. L'étoile ne peut plus faire face à une charge de travail si importante et son noyau lâche prise. Lors d'une supernova, les températures au cœur de l'étoile peuvent être 6000 fois plus élevées qu'au centre du Soleil. Il arrive aussi qu'un type particulier d'étoile, appelé naine blanche, redémarre soudainement sa fusion nucléaire et, boum, vous obtenez à nouveau une supernova. La supernova de Kepler s'est produite au début du XVIIe siècle et a été la dernière vraiment importante à être directement observée depuis la Terre. En moyenne, les supernovas dans notre galaxie se produisent 3 fois par siècle.
Une supernova de moindre importance s'est produite en 1987, lorsqu'une supergéante bleue du nom de SN 1987A a explosé dans l'une des galaxies satellites de notre Voie lactée, le Grand Nuage de Magellan. Cette explosion a été si puissante qu'on a pu l'observer à l'œil nu, bien qu'elle se soit produite à une distance incroyable, à 168 000 années-lumière de notre planète. Quel sujet pour les beaux jours, n'est-ce pas? Nous pouvons également parler de la chose la plus chaude jamais créée, fabriquée dans un endroit surprenant, la Suisse. Non, il ne s'agit pas d'un super chocolat chaud. Un groupe de scientifiques a créé une soupe subatomique appelée plasma de quarks et de gluons. Lors de cette expérience, la température est devenue 250 000 fois plus élevée que celle du cœur du Soleil. Le but était de recréer les conditions qui existaient peu après le Big Bang, lorsque l'univers était encore dans un état de chaos. Bien, allons encore plus loin. En théorie, les choses peuvent devenir encore plus chaudes. Avez-vous entendu parler de la température de Planck? Il s'agit d'une température extrêmement élevée, avec des chiffres que nous ne pouvons même pas imaginer. Une supernova n'est un thé tiède comparé à cette folie. Et qui sait ce que fait la matière à ces températures? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes de retour dans votre confortable univers. Salut! Lorsque vous regardez le ciel nocturne, il semble qu'il ne se passe pas grand-chose là-haut et que les étoiles scintillent toujours au même endroit. Pendant des milliers d'années, les astronomes se sont fiés à l'idée que les lumières dans le ciel étaient immuables. Les marins guidèrent leurs navires en utilisant des schémas stellaires fixes. On y trouve également les contours exacts des constellations que nous observons aujourd'hui, et les astronomes les ont identifiées il y a longtemps. Il semble impossible qu'un jour nous nous réveillions et ne puissions tout simplement plus voir certaines étoiles. Ou est-ce vraiment possible? Une équipe de chercheurs, celle des disparitions et apparitions de sources au cours d'un siècle d'observation, ou VASCO, a étudié le ciel pour analyser comment se passent les choses au sein des étoiles. Les astronomes ont obtenu les données du satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne et ont comparé les informations d'il y a 70 ans à celles d'aujourd'hui pour voir comment le ciel avait changé. Pour le constater, ils ont dû utiliser à la fois des télescopes modernes et anciens. Et quelque chose de vraiment intéressant s'est produit là-haut. Plus de 700 étoiles des anciennes cartes manquèrent à l'appel. Si une étoile disparaît, plusieurs théories pourraient s'appliquer. Mais c'est plus difficile lorsque des centaines d'entre elles disparaissent en même temps. Est-ce que nos données étaient erronées ou ces étoiles étaient-elles trop faibles pour être détectées? Non. Cette option a été rapidement écartée, car ces étoiles faisaient clairement partie de leurs observations précédentes. Ainsi, la première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on parle de la disparition des étoiles est qu'elles ont atteint le point où elles ont terminé leur vie. Vous pouvez prendre les étoiles les plus massives de toutes, et nous parlons de celles qui sont bien plus lourdes que notre Soleil, lesquelles subissent des changements brutaux lorsqu'elles arrivent en bout de course. C'est ce que nous appelons aussi une supernova. Il s'agit d'une explosion puissante qui brille ensuite pendant de nombreux mois. Et elle demeure visible même à travers des centaines de millions d'années-lumière de distance. Mais c'est là tout l'intérêt. Vous en voyez les traces, contrairement à ce qui se passe ici. Pourrait-il s'agir d'une supernova défaillante? Cela signifierait que l'une d'elles a peut-être implosé, se sera transformée en trou noir et aura consommé les restes de l'astre depuis l'intérieur, sans provoquer de puissantes explosions. Mais personne n'a mentionné de signe d'activité d'un trou noir près de ces étoiles. Et si les étoiles étaient devenues moins visibles à cause de la poussière ou du gaz autour d'elles? C'est quelque chose qui peut facilement se produire, car la poussière et le gaz interstellaire nous masquent les objets éloignés. Mais il n'y avait pas là de traces de concentration inhabituellement élevée de poussière ou de gaz. Rien ne les a détruites non plus. Les chercheurs auraient remarqué quelques traces si une telle chose s'était produite. De plus, ces étoiles manquantes ne se trouvaient pas toutes dans le même secteur, ce qui signifie qu'elles n'ont probablement pas toutes connu la même issue fatale. De plus, les étoiles ne se trouvaient pas toutes au même stade de leur vie. Il n'est donc pas possible qu'elles aient toutes été proches de leur fin juste par hasard. Elles n'étaient pas particulièrement jeunes ou anciennes, et elles n'avaient pas toutes la même taille et la même luminosité. À un moment donné, il a même pu sembler que ces étoiles n'avaient pas disparu à cause d'événements naturels. Peut-être était-ce lié à d'autres formes de vie qui pourraient en se trouver quelque part là-bas dans l'espace.
Peut-être que c'est là l'une des façons de les rechercher. Nous pourrions tomber sur des civilisations secrètement établies sur d'autres planètes, si nous observions attentivement le comportement des étoiles, surtout celui de celles que nous ne pouvons pas expliquer. Personne ne sait exactement ce qui est arrivé à ces corps célestes disparus. Et malheureusement, pour l'instant, tout ce que nous avons, ce ne sont que des théories. Mais vous devez quand même admettre qu'elles valent le détour. Peut-être qu'il ne s'agit que d'une sorte de rémanence optique, causée par des sursauts gamma ou peut-être même des sursauts radio rapides. Les sursauts radio rapides, ou FRB, sont de puissantes impulsions d'ondes radio. Elles peuvent libérer plus d'énergie en quelques millièmes de seconde que notre gigantesque Soleil n'en dégage en près de 100 ans. Nous ne comprenons pas vraiment encore comment ces éruptions d'énergie fonctionnent. Nous ne savons donc pas ce qu'elles sont capables de faire. Mais quand même, des centaines d'étoiles qui disparaissent à peu près au même moment. On compte entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Nous verrons donc probablement certaines d'entre elles disparaître aussi. Espérons que nous comprendrons mieux pourquoi de telles choses peuvent se produire. Bien sûr, les astronomes ne sont pas certains de ce nombre, car nous ne pouvons pas voir toutes les étoiles de la Voie lactée depuis notre planète. Certaines sont trop faibles, certaines sont trop éloignées, ou même cachées par la poussière ou le gaz. Mais ils déduisent ces nombres en fonction de la taille, de la forme et de la masse probable de la Voie lactée. Et parmi des milliards d'étoiles, un peu plus de 9000 d'entre elles sont visibles à l'œil nu. Si vous voulez en voir davantage, vous aurez besoin d'un bon télescope qui révélera celles moins brillantes que vos yeux sont incapables de discerner. Nombre des étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne ne sont probablement déjà plus en vie. Les étoiles sont des boules géantes de gaz qui produisent de la lumière et de la chaleur par fusion nucléaire au sein de leur noyau. Cependant, les étoiles ont aussi une durée de vie limitée, et en bout de compte, elles arrivent à court de carburant et cessant de briller. Lorsqu'une étoile disparaît, elle peut devenir une naine blanche, une étoile à neutrons ou un trou noir, en fonction de sa taille. Les scientifiques ont découvert que certaines des étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne étaient trop vieilles pour briller encore. Cela signifie qu'elles se sont peut-être éteintes, mais que nous voyons toujours leur lumière parce qu'elle met tant de temps à nous parvenir. À vrai dire, nous pourrions regarder vers le passé lorsque nous regardons les astres. Observez toutes les étoiles que vous pouvez distinguer à l'œil nu. Elles se trouvent à environ 4000 années-lumière de nous. Cela signifie que ce que nous voyons sont des étoiles qui sont apparues il y a au moins 4000 ans. La plupart des étoiles que nous connaissons existent au sein des galaxies, qui sont d'immenses regroupements d'étoiles, de gaz et de poussière, retenus ensemble par la gravité. Pourtant, il existe aussi de vastes zones d'espace vide entre les galaxies, et la question est, pourraient-elles abriter des étoiles? Il semble que ces étendues d'espace ne sont pas totalement vides. Il y a encore un peu de gaz et de poussière, ainsi que de la matière noire, laquelle est un type de matière que nous ne pouvons pas distinguer mais dont nous savons qu'elle existe, en raison de ses effets gravitationnels sur d'autres objets. Les scientifiques ont même découvert quelques étoiles isolées, dans ces étendues de l'espace. Ces astres ne se sont pas formés ici. Elles ont terminé là par accident, ce qui signifie qu'elles ont probablement été éjectées de leur galaxie par des forces gravitationnelles ou des collisions avec d'autres objets. Et il pourrait y avoir plus de ces étoiles que nous ne le pensons, sauf qu'elles sont simplement trop faibles pour être vues depuis la Terre. Les étoiles ne scintillent pas réellement, c'est plutôt que nous les percevons ainsi depuis la Terre. Il semble qu'elles scintillent en raison de l'atmosphère turbulente de notre planète. La lumière d'une étoile doit traverser de nombreuses couches de l'atmosphère. Chaque couche n'est pas également dense, ce qui fait dévier légèrement la lumière et lui fait changer de couleur et d'intensité. Il existe une étoile nommée Sirius qui scintille, brille et étincelle parfois tellement que certaines personnes ont même tendance à la signaler comme un objet volant non identifié. C'est parce que Sirius est très lumineuse et est souvent basse dans l'horizon, ce qui signifie qu'elle subit davantage ses effets propres à l'atmosphère terrestre. Lorsqu'ils sont dans l'espace, les astronomes et les astronautes qui observent les étoiles de là-bas ne les voient pas scintiller. Vous voulez entendre quelque chose de cool? Vous, moi, vos amis et le reste de l'humanité, nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Les éléments qui composent nos corps humains et toute vie sur Terre ont été formés à l'intérieur de celle-ci. Les blocs de construction de la vie, tels que le carbone, l'azote et l'oxygène, ont été créés à l'intérieur des étoiles et ont finalement été libérés dans l'espace lorsqu'elles ont disparu. Ces éléments sont ensuite devenus partie intégrante de nouvelles étoiles, planètes, et finalement de la vie sur Terre. Le fer dans notre sang a été créé dans les noyaux des supernovae.
qui sont les énormes explosions qui se produisent lorsque les étoiles s'éteignent. Certains disent même que le calcium de nos dents et de nos os serait probablement issu de l'explosion d'étoiles. L'oxygène dans nos poumons a aussi été créé au cœur d'étoiles massives avant d'être libéré dans l'espace à travers les supernovae. À quoi ressemblerait la Terre si elle avait vu le jour dans un autre système stellaire? J'ai fait quelques recherches pour toi afin de le savoir. Et ce que j'ai découvert s'est révélé étonnamment positif. Des tropiques chauds, des vents forts et des libellules géantes. Mais bon, je vais tout expliquer depuis le début. Entre 1995 et aujourd'hui, la NASA a découvert plus de 4100 planètes situées en dehors du système solaire. Malheureusement, la plupart d'entre elles sont soit des boules de glace comme Neptune, soit des géantes gazeuses comme Jupiter. Mais il y a quand même pas moins de 161 planètes semblables à notre Terre. Et l'une d'entre elles est très proche de nous, dans la constellation du Centaure. Il y a 3 étoiles dans cette constellation. Les 2 premières s'appellent Alpha Centauri A et Alpha Centauri B. Si tu vis dans l'hémisphère sud, tu les as probablement vues. Elles sont très brillantes. À cause de cela, on dirait qu'il ne s'agit que d'une seule grosse étoile. Elles tournent l'une autour de l'autre très lentement. Et puis, il y a une 3e étoile, pas très loin d'elle. Une minuscule naine rouge, Proxima Centauri. Elle a reçu son nom en raison de sa proximité avec notre Soleil. Cette étoile est la plus intéressante, alors parlons-en davantage. Proxima Centauri se trouve à seulement 4,5 années-lumière de nous. Une année-lumière correspond à environ 9600 milliards de kilomètres. Ouais, si nous essayons de nous y rendre, notre voyage en navette spatiale nous prendrait un peu plus de 165 000 ans. Tu crois que c'est beaucoup? À l'échelle de l'univers, c'est un peu comme si tu allais de ton canapé jusqu'à ton réfrigérateur. Proxima Centauri est beaucoup plus légère et beaucoup plus petite que le Soleil. Elle est aussi 2 fois plus froide que notre astre, avec une température de 3000 Kelvin. C'est pourquoi nous ne pouvons pas la voir sans télescope. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle brûlera pendant des milliers de milliards d'années. Et tu n'as pas à t'inquiéter, elle ne dévorera pas ses éventuels futurs voisins comme notre propre Soleil. Et oui, l'exoplanète que j'évoquais plus tôt est située juste à côté de Proxima Centauri. Cette planète s'appelle Proxima b. Oui, je sais, les scientifiques se sont surpassés le jour où ils ont inventé tous ces noms. J'espère que tu ne t'en mêleras pas les pinceaux. Elle est légèrement plus grande et plus massive que notre Terre. Et elle est située dans la zone habitable de Proxima Centauri. Cela signifie qu'il peut y avoir de l'eau et même des micro-organismes là-bas. Oui, il est possible qu'un jour nous y trouvions la vie. Mais pour l'instant, nous ne savons pas grand-chose de cette mystérieuse planète. C'est probablement une planète rocheuse, comme notre Terre, et elle doit donc avoir un paysage similaire. Mais ce n'est qu'une théorie. Qui sait quel genre de blingue l'univers est capable d'inventer? Ce serait dommage de faire un voyage de 165 000 ans juste pour tomber sur un gros morceau de glace ou quelque chose du même genre. Heureusement, nous n'aurons probablement pas à attendre aussi longtemps. Nos plus grands savants sont en train de développer une technologie qui nous permettra de nous déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. S'ils réussissent, nous pourrons atteindre Proxima b en seulement 20 ans. Mais trêve de bavardage, cette vidéo ne porte pas sur Proxima b. Elle porte sur ce qui serait arrivé si la vie était apparue non pas dans notre système solaire, mais dans Alpha Centauri. Et si nous gravitions autour de Proxima Centauri, ou des 2 autres étoiles? Alors maintenant, imaginons que la Terre ait remplacé Proxima b. Je vais appeler cette nouvelle planète la Nouvelle Terre. On dirait que moi non plus je ne suis pas super doué pour les noms. Tout d'abord, parlons de l'orbite. Cette nouvelle Terre doit être environ 25 fois plus proche de son étoile que Proxima b ne l'est. Sinon, il va y faire un froid inimaginable. Déplaçons donc la planète un peu plus près. Parfait. Une journée dure toujours 24 heures. Mais notre période orbitale est très élevée. Proxima b tourne autour de son étoile en 11 jours. Mais nous y arriverons en seulement 8 jours. Tu pourras fêter ton anniversaire toutes les semaines. Super, mais attends, il y a un petit problème. Tu vois, Proxima Centauri est une étoile éruptive. Cela signifie que, parfois, sans prévenir, elle projette des vents stellaires. Ces vents transportent tout un tas de particules ionisées, qui se déposent ensuite sur les planètes. Oui, notre Soleil lui aussi fait ça. Mais Proxima Centauri nous bombarde avec une puissance 2000 fois supérieure. Les niveaux de radiation sont donc hors normes, c'est le moins que l'on puisse dire.
Mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout ce dont nous avons besoin, ce sont de champs magnétiques incroyablement robustes. Ils nous permettront d'avoir une atmosphère très épaisse et de nous protéger des coups de colère de Proxima Centauri. Mais maintenant, il va faire très chaud. Ou pas. Encore un problème. Les scientifiques ne savent toujours pas exactement comment les planètes de Proxima Centauri gravitent autour d'elles. Et s'il s'avérait qu'elles sont en état de verrouillage gravitationnel comme notre Lune? Alors, une moitié de notre nouvelle Terre serait une poêle à frire, et l'autre moitié serait constituée de déserts glacés. Allez, ce n'est pas grave, nous nous installerons simplement quelque part au milieu. Je n'imaginais pas que je dirais ça un jour, mais il fera certainement doux au pôle Nord. Et si nous avons un peu de chance avec la rotation de notre planète, nous jouirons d'un climat tempéré et douillet. La moyenne sera d'environ 21 degrés et il n'y aura pas de températures extrêmes. Sur cette nouvelle Terre, nous disposerons de beaucoup plus d'eau. La météo y sera généralement assez folle, des vents très forts et des pluies dévastatrices qui pourront durer assez longtemps. Mais on pourra s'adapter. Les changements de température sont beaucoup plus perceptibles dans les montagnes. Tout comme sur Terre, plus tu montes, plus il fera froid. Sauf qu'il fera très froid ici, au sommet. Pour cette raison, il y aura des jungles au bas des montagnes et des collines et des déserts enneigés sur les sommets. Mais en général, ce sera presque comme sous les tropiques terriens. La flore y sera abondante. Les arbres seront peu élevés mais luxuriants. Notre atmosphère épaisse facilitera aussi le vol. Il y aura donc beaucoup de grands animaux volants. Par exemple, des libellules avec une envergure de 5 mètres. Passons à autre chose. Le ciel y sera beaucoup plus clair que sur Terre et très nuageux. Parfois, il aura l'air complètement blanc. Mais le ciel étoilé y sera magnifique et lumineux. Imagine, 4 soleils. Le principal, ce sera Proxima Centauri. Nous pourrons également voir les étoiles Alpha Centauri A et B, qui seront très brillantes. Et enfin, notre bon vieux Soleil, une superbe étoile lointaine. Allez, je t'autorise à verser une larme pour notre vieille Terre. Il y aura quelques planètes près de nous, comme Proxima Centauri C. L'étoile haute est entourée de 2 ceintures de poussière cosmique. Tu auras donc droit à de splendides panoramas nocturnes. Au final, nous aurons donc une planète un peu folle, mais magnifique et verdoyante. Personnellement, j'accepterais d'y emménager dès le mois prochain. Et toi, qu'en dis-tu? Partage ton avis dans les commentaires. Très bien, maintenant nous savons ce qui serait arrivé si notre Terre avait vu le jour près de Proxima Centauri. Mais si elle était apparue autour des 2 autres étoiles? Malheureusement, il nous serait impossible de tourner autour de 2 étoiles en même temps. Les scientifiques pensent qu'il y a une planète qui saute d'une orbite à l'autre entre Alpha Centauri A et B. Mais elle est probablement très froide. Choisissons donc Alpha Centauri A. Tout comme sur la nouvelle Terre, les températures moyennes y seraient d'environ 21 degrés. Mais les variations de température seraient assez importantes. Elles passeraient de moins 73 degrés au pôle sud à 45 degrés à l'équateur. Près du nord, il ferait donc plutôt bon vivre. Une journée durerait toujours 24 heures et la période orbitale serait d'1 an et 1 mois. Ce serait plus ou moins pareil près d'Alpha Centauri B, mais la période orbitale y serait d'environ 6 mois. Les autres conditions y seraient très similaires à celles de la Terre. Les changements de saison ne seraient presque pas perceptibles. Les températures ne changeraient pas beaucoup non plus. Où que nous nous installions, l'étoile voisine serait bien visible, mais nous ne verrions probablement pas Proxima Centauri. Et c'est à peu près tout. Bien sûr, tout cela suppose des conditions parfaites. Tout comme sur Terre, le moindre changement, qu'il s'agisse d'une atmosphère trop ténue ou d'une plus grande distance par rapport à l'étoile, et tout tombe à l'eau. Nous avons donc eu énormément de chance avec notre Terre. Mais les possibilités de découvrir une planète habitable sont très élevées. Au minimum, il y a 15 millions de planètes dans notre univers où nous pourrions trouver de la vie. Cela fait plus de 400 ans qu'il n'y a pas eu de supernova dans la Voie lactée. Nous avons donc beaucoup de retard. Voici donc les étoiles les plus susceptibles de faire boum si ce n'est déjà fait. En tête de liste, l'étoile Eta Carinae de l'hémisphère sud. Les lettres grecques précédant le nom d'une constellation indiquent le niveau de brillance d'une étoile dans cette dernière. En 1677,
Sir Edmond Halley a enregistré Eta Carinae comme la 7e étoile la plus brillante de la constellation du Carène. Eta étant la 7e lettre de l'alphabet grec. Elle n'était peut-être pas si brillante pour Sir Edmond et ses contemporains au XVIIe siècle, mais les études modernes estiment qu'elle est 5 millions de fois plus lumineuse que notre Soleil. La luminosité est un terme technique utilisé par les astronomes. Il ne signifie pas seulement brillance, mais fait référence à l'énergie totale libérée à toutes les fréquences. Et Eta Carinae libère 5 millions de fois plus d'énergie que le Soleil. Véritable gros morceau de notre Voie lactée, Eta Carinae est 100 fois plus massive et 240 fois plus grande que notre Soleil nain jaune et blanc. De toute évidence, Eta Carinae est assez éloignée, environ 7500 années-lumière. Pourtant, même à une telle distance, si cette étoile devient hypernova, elle peut quand même avoir un impact sur la couche d'ozone de la Terre, perturber les communications par satellite et blesser les astronautes. 159 ans après l'observation de Halley, Eta Carinae a connu une explosion de type nova. Elle est passée de l'état d'étoile de faible luminosité à celui de la 2e étoile la plus brillante visible depuis la Terre. Mais seulement pendant 27 ans. De 1836 à 1863, Eta Carinae était la 2e étoile la plus brillante visible de chez nous après Sirius, l'étoile du chien, qui n'est qu'à 8 années-lumière. Depuis 1863, à part quelques poussées, Eta Carinae est revenue à sa luminosité d'origine, soit une magnitude de 4,5. Les astronomes pourraient nous présenter des excuses pour la nomenclature de la magnitude des étoiles. Plus une étoile, une planète ou une lune est brillante, plus sa magnitude est faible. Ainsi, les étoiles qui sont plus brillantes que la magnitude 1 sont soit de magnitude 0, soit de magnitude négative. La pleine lune, par exemple, a une magnitude de -13. Une étoile de magnitude 4,5, comme Eta Carinae, est assez peu visible depuis la Terre, mais tu la verrais clairement dans un ciel nocturne sans pollution lumineuse si tu vivais au sud de la latitude du Caire. 30 degrés de latitude nord est le point le plus au nord d'où l'on peut observer cette étoile. Mais Eta Carinae est actuellement en train de faire quelque chose. Elle brille de nouveau, et elle est même plus brillante qu'elle ne l'a jamais été depuis 1864. C'est une situation complexe. Eta Carinae est en réalité constituée de 2 étoiles, Eta Carinae A et Eta Carinae B. Il y a une 3e étoile à proximité qui interagit également avec la dynamique de cette étoile double. Logiquement, elle s'appelle Eta Carinae C. Formée de 2 globes de gaz hypermassifs qui se dilatent à 20 millions de km/h, Eta Carinae est sans aucun doute l'une des étoiles les plus étranges que tu puisses voir. Rappelle-toi qu'elle se situe à 7500 années-lumière de nous. Si quelque chose lui arrivait au cours des 7500 dernières années, comme une hypernova, nous ne le saurions même pas, car aucun des rayonnements électromagnétiques d'Eta Carinae ne serait encore parvenu jusqu'à nous. Les astronomes surveillent de près Eta Carinae, car elle pourrait devenir une hypernova à tout moment, ou peut-être l'a-t-elle déjà fait il y a 5000 ans. Dans ce cas, nous n'aurions plus qu'à attendre 2500 ans pour le découvrir. Parmi une liste de plus de 30 étoiles susceptibles de devenir des supernovas, Rho Cassiopeiae est le choix de nombreux astronomes. Rho étant la 17e lettre de l'alphabet grec, cela signifie que Rho Cassiopeiae est l'étoile ayant la 17e magnitude la plus brillante de la constellation de Cassiopée. Pourtant, c'est l'une des 7 seules étoiles hypergéantes jaunes connues dans la Voie lactée. Encore un gros morceau. Pour être visible à une magnitude de 4,5 à environ 10 000 années-lumière, ce doit être une très grosse étoile, une hypergéante. Placée là où se trouve le Soleil, elle engloberait l'orbite de Mars. Mais elle est encore jaune. Si elle était rouge, cela indiquerait une température de surface plus froide. Donc, aussi énorme soit-elle, Rho Cassiopeiae est toujours aussi chaude que notre Soleil, voire un peu plus. Cela ne peut signifier que 2 choses. 1. Au plus profond de son noyau, Rho Cass fusionne des atomes bien plus lourds que l'hydrogène ou l'hélium. Et 2. Elle produit beaucoup plus d'énergie qu'une étoile géante rouge. En 2000, Rho Cassiopeiae a fait une éruption massive. Elle s'est illuminée en éjectant 10 000 fois la masse de la Terre dans l'espace à 4 fois la vitesse du son. Les astronomes ont détecté la signature d'oxyde de titane dans cette éruption. Cela signifie que Rho Cassiopeiae est beaucoup plus proche qu'on ne pensait d'une supernova, voire d'une hypernova.
Le fer se situe juste quelques échelons au-dessus du titane dans le tableau périodique des éléments. Quand le fer se forme, la fusion s'arrête et une étoile s'effondre. Rho Cassiopeiae en est donc proche, ou plutôt en était proche, car l'éruption observée en l'an 2000 s'est réellement produite 10 000 ans auparavant. De nombreux astronomes pensent que Rho Cassiopeiae est déjà devenue une hypernova, a formé un trou noir et n'existe même plus. De son côté, Bételgeuse a attiré l'attention sur elle il n'y a pas si longtemps. Elle s'est considérablement affaiblie et n'est plus qu'à 37% de sa luminosité habituelle. Se prépare-t-elle à devenir une supernova ? Bételgeuse est de loin l'étoile la plus brillante de tout le ciel, en lumière infrarouge. Ce détail est important car il est lié au statut de Bételgeuse en tant que candidate à la supernova. Mais nous le verrons bientôt. Bételgeuse est également nommée Alpha Orionis, encore une désignation en lettres grecques. Nous devrions donc en conclure que Bételgeuse est l'étoile la plus brillante d'Orion, non ? Faux, c'est la deuxième étoile la plus brillante de sa constellation. C'est Rigel, ou Beta Orionis, l'étoile la plus brillante d'Orion. Ceci est dû au fait que Bételgeuse est classée comme une étoile variable semi-régulière. Son cycle de pulsation d'environ 400 jours modifie sa luminosité d'environ une magnitude complète, la faisant passer de bien plus brillante qu'une étoile de magnitude 1 à proche d'une étoile de magnitude 2. Mais on n'a jamais observé une diminution de luminosité de Bételgeuse aussi rapide et radicale que récemment. De fin 2019 à mi-2020, Bételgeuse a traversé une période d'atténuation substantielle lors d'une éjection de masse. Les astronomes du monde entier ont sauté sur l'occasion et au cours de leurs investigations, ils ont trouvé de nouvelles données surprenantes sur Bételgeuse. Premièrement, Bételgeuse n'est pas aussi éloignée que nous le pensions. Elle se trouve en fait à 548 années-lumière, soit 25% plus proche que la distance mesurée avant. Deuxièmement, le diamètre de Bételgeuse a été réduit du même pourcentage. On sait donc qu'elle est 25% plus petite que ce que l'on croyait auparavant. La cause de cette atténuation spectaculaire a également été déterminée. Bételgeuse a éjecté un nuage de gaz contenant du magnésium qui a bloqué une grande partie de la lumière provenant de l'étoile, la faisant apparaître beaucoup moins brillante qu'elle ne l'était réellement. Le magnésium n'est même pas à mi-chemin du fer sur le tableau périodique, ce qui signifie que Bételgeuse n'est pas aussi proche de la supernova qu'on le croyait auparavant. Lorsque du fer commence à se former dans une étoile, cela signifie qu'elle est sur le point de mettre un terme à ses réactions de fusion. L'étape suivante est l'implosion, et nous n'en sommes pas encore là avec Bételgeuse. Cette étoile émet la majeure partie de son énergie sous forme de lumière infrarouge, ce qui indique que son noyau brûle encore probablement de l'hélium, et non quelque chose qui augmenterait considérablement sa chaleur, comme le carbone par exemple. Bételgeuse deviendra donc une supernova, mais pas avant 100 000 ans. On peut donc le rayer de notre liste des supernovas pour le moment. Quant à la manière de prononcer correctement Bételgeuse, tu peux le faire comme bon te semble. Tu peux même dire Bételgeuse si tu en as envie. La supernova 1987A a pris les astronomes par surprise lorsqu'elle a illuminé le grand nuage de Magellan, situé à plus de 100 000 années-lumière de la Voie lactée. C'est alors que l'attention s'est portée sur une étoile similaire, beaucoup plus proche de la Terre, Rigel de la constellation d'Orion. Pourrait-elle nous surprendre en devenant soudainement une supernova ? Il existe un phénomène appelé le problème des supernovas. Il semble que les étoiles faisant plus de 17 fois la masse du Soleil ne se transforment pas toujours en supernova. Récemment, une géante rouge a tout simplement disparu sans passer par la case supernova. Ce phénomène s'était souvent produit dans des simulations informatiques de supernova, mais il a fini par se produire dans la vie réelle. Rigel fait 21 fois la masse du Soleil. Donc deviendra-t-elle une supernova ou disparaîtra-t-elle simplement dans le trou noir qu'elle créera en son cœur ? Les astronomes et les physiciens poursuivent leurs recherches pour en apprendre davantage sur la dynamique des étoiles massives en scrutant le ciel à la recherche de la prochaine supernova qui se produira dans la Voie lactée. En attendant, nous pouvons être sûrs que la Terre n'est pas menacée par les effets des explosions de supernovas proches. Nous vivons dans un quartier stellaire plutôt calme, sauf pour les Martiens qui vivent à côté de nous. Plus d'1 million de terres peuvent tenir dans notre Soleil. De nouvelles recherches montrent qu'entre 20 et 35% des soleils dévorent leur propre planète, et qu'un quart des systèmes planétaires en orbite autour d'étoiles comme le Soleil ont eu un passé chaotique. La chose même qui donne la vie peut aussi la reprendre.
Toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil, et elles le font toutes d'une manière assez consistante. Il est très probable qu'elles soient restées ainsi depuis qu'elles sont apparues dans le paysage, mais ce n'est pas le cas de toutes. Cette existence chaotique signifie qu'un système solaire comptait de nombreuses planètes dans sa litière jusqu'à ce que le Soleil hôte décide de les faire fondre. Notre système solaire est parfaitement disposé pour qu'aucune planète n'interfère avec la gravité des autres. La force gravitationnelle de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre, ce qui signifie que si la Terre se rapprochait de Jupiter, nous ne serions qu'une autre lune pour celle-ci. La planète est si grande que si la Terre faisait la taille d'un raisin, Jupiter équivaudrait à la taille d'un ballon de basket par rapport à elle. Même avec la technologie la plus perfectionnée au monde, il est compliqué de savoir si les étoiles mangent effectivement leur planète. La meilleure façon de l'étudier est d'observer des systèmes binaires. Il s'agit d'un terme scientifique pour désigner un système composé de deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre. En général, les deux étoiles se sont formées à peu près au même moment, à partir des mêmes gaz et dans les mêmes conditions. Cela signifie qu'elles devraient plus ou moins contenir les mêmes éléments. Quand tu ouvres les yeux le matin, tu es accueilli par la lumière du soleil qui a parcouru des millions de kilomètres. Plus on s'en approche, plus c'est chaud. Mais les rayons qui voyagent depuis le Soleil charrient également certains éléments chimiques qui les rendent uniques. Les atomes associés au Soleil sont des matériaux légers comme l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'hélium. On peut aussi y trouver d'autres substances, mais celles-là demeurent les principales. En étudiant ces éléments, on peut connaître l'histoire d'un système solaire avec suffisamment de détails pour déterminer s'il est instable ou plutôt calme. Les scientifiques ont étudié 107 systèmes binaires composés de soleils comme le nôtre en analysant leur lumière. Comme chaque système contient deux soleils, ils les ont comparés et mis en contraste pour voir les différences. Ils ont observé que les étoiles dotées d'une fine couche extérieure présentaient des éléments différents de ceux de leurs compagnonnes. Tous les soleils contiennent des éléments légers, mais certains ont des éléments rocheux comme le fer, le silicium et le titane à proximité. Ces éléments sont associés au terrain accidenté que l'on trouve sur une surface, mais ils se trouvent là, flottant au milieu de l'espace. La couche externe la plus fine est particulièrement riche en fer par rapport aux autres couches. De nombreuses étoiles sont jumelles à la naissance, mais la plupart des étoiles de la Voie lactée ont une compagnonne dans un système binaire. Cela signifie que notre Soleil est assez unique pour ne pas avoir de partenaire. Mais certaines théories suggèrent que le Soleil a peut-être perdu son jumeau dans le passé. Il se trouve à environ 184 années-lumière et s'appelle HD 186302. Ce pourrait être notre bonne étoile. Les nuages moléculaires sont le lieu de naissance de milliers d'étoiles. Ils sont constitués de gaz et de poussière qui s'effondrent progressivement sous leur propre poids. Notre Soleil a peut-être commencé de cette façon il y a 4,6 milliards d'années. Et lorsqu'elles sont suffisamment matures, elles sortent au grand jour, généralement avec leurs compagnons de voyage. En fait, les scientifiques affirment que jusqu'à 85% de toutes les étoiles pourraient être en paires binaires, ou avoir encore davantage de potes, mais plus de 50% sont des paires binaires. Le seul problème est que nous ne pouvons pas vraiment le voir puisqu'il s'est écarté de son orbite originale il y a une éternité. Mais on peut en trouver des traces dans le nuage de Oort. Il s'agit d'un vaste amas spatial composé de comètes, de roches spatiales et de glace, situé aux confins de la zone d'influence de notre Soleil. Ces objets flottent beaucoup puisqu'ils sont loin de la gravité du Soleil et peuvent facilement être éjectés de leur orbite dans l'espace. Voler à travers un tel espace n'est pas différent de voler à travers n'importe quel vide spatial. La raison pour laquelle certains de ces éléments légers se trouvant dans l'espace contiennent des éléments rocheux que l'on trouverait à la surface d'une planète est que le Soleil les a fait sortir de leur orbite et les a dévorés quand ils se rapprochaient. Cela se produit également lorsqu'une étoile devient trop grosse et commence à manger tout ce qui l'entoure. Selon les scientifiques, si une étoile mange une planète, cela peut la rendre instable et la faire tourner si vite qu'elle finit par se déchirer. Mais pas de panique, il y a très peu de chances que le Soleil dévore notre planète dans un avenir proche. Les étoiles se forment lorsqu'un énorme nuage d'hydrogène et d'hélium croît jusqu'à s'effondrer sous son propre poids. La pression augmente et atteint des niveaux de chaleur extrêmes que nous ne pouvons même pas mesurer. Les atomes d'hydrogène finissent par perdre leurs électrons, ce qui provoque la fusion de l'hydrogène et la libération d'énergie, contrant ainsi l'effondrement par gravité. Mais lorsque la force gravitationnelle l'emporte sur la fusion de l'hydrogène, l'étoile commence à se dilater et devient une géante rouge. Puis, après environ 1 milliard d'années, l'hydrogène du noyau externe disparaît, laissant une grande quantité d'hélium qui fusionne avec les autres éléments présents.
Et une fois que tout l'hélium aura disparu, la gravité réduira la géante rouge à l'état de naine blanche. Et lorsqu'elle a totalement disparu, les restes de l'étoile libèrent des tonnes de gaz et de poussière dans l'espace. Les scientifiques affirment que notre Soleil a encore entre 7 et 8 milliards d'années avant d'atteindre ce stade. Mais même si cela devenait une réalité, cela ne se produirait pas du jour au lendemain. Il faut des millions d'années pour qu'une telle chose se produise. Mais que se passerait-il si le Soleil décidait de nous dévorer du jour au lendemain à l'heure où nous parlons ? La planète commencerait à se réchauffer en quelques secondes. Chaque légère variation de degré peut entraîner des événements catastrophiques. Les calottes glaciaires peuvent fondre en quelques secondes et inonder les terres côtières. Même les petites îles des régions reculées du monde seraient submergées. Et comme il ferait plus chaud, toutes les régions enneigées fondraient instantanément et évolueraient vers un climat désertique. Certains endroits brûleraient et des objets quotidiens fondraient sur place. L'intérieur de la Terre se réchaufferait également, ce qui entraînerait des éruptions volcaniques dans le monde entier. L'Antarctique fondrait sous l'effet de la chaleur et les volcans entreraient en éruption. Et en quelques minutes, la planète entière se transformerait en une boule de feu et de cendres avant d'exploser en petits morceaux flottant dans l'espace, atteignant des régions dont nous n'avons même jamais entendu parler. Mais ne t'inquiète pas, une telle chose n'arrivera pas vraiment. Si le Soleil interrompt notre rotation, les résultats seront différents. Il fera également chaud, car le champ magnétique qui nous entoure nous protège des radiations du Soleil. Et si nous nous trouvons déréglés, le champ magnétique le sera également, et la chaleur extrême du Soleil nous fera bouillir. La force gravitationnelle deviendra instable, donc la physique de notre vie quotidienne sera un chaos total. Il faudra attendre 5 milliards d'années pour que le Soleil devienne une géante rouge. Sa taille augmentera et il finira par dévorer Mercure et Vénus. Il y a de fortes chances que la Terre soit également au menu. Si la Terre devait se rapprocher du Soleil de seulement 1 500 000 km, elle deviendrait inhabitable. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est seulement 4 fois la distance entre la Lune et la Terre. La détection de la composition chimique des rayons solaires dans des systèmes plus éloignés pourrait aider les scientifiques à trouver d'autres planètes semblables à la Terre. Comme l'atmosphère autour de ces étoiles dévoreuses de planètes modifie cette composition chimique, nous pouvons détecter les systèmes solaires qui ont eu un passé calme. La principale chose que nous devons observer est si les planètes ont un cycle orbital sain. Si rien d'autre ne s'y oppose, nous pouvons supposer que la planète pourrait suivre les mêmes étapes que la Terre qui ont permis l'avènement de l'espèce humaine. Mais ce processus prendra des siècles, car il existe des millions d'étoiles proches, similaires à notre Soleil. À ce rythme, les chances de trouver une planète semblable à la nôtre sont quasi inexistantes. Mais si c'est le cas, alors il pourrait y avoir de la vie sur ces planètes. Il n'y aura aucun moyen de savoir si c'est une vie intelligente, mais elle pourrait avoir connu le même destin évolutif que nous.